Bienvenue à ce nouvel épisode de You Be You. Alors, on teste un nouveau format. Vous l'avez bien vu, la fois passée, on a sorti un format vidéo. Donc, on continue dans cette même tendance. Merci à nos équipes derrière qui sont là, by Malik Visuals and Good Sides pour la prod. Donc, je disais, aujourd'hui, on aborde un nouveau thème. Ça va être la destination Mecque. Avant d'en arriver là, je vous demande tous d'aller vous abonner sur notre nouvelle page YouTube et de mettre un like pour soutenir votre podcast préféré. N'hésitez pas aussi à nous laisser des avis sur vos applis d'écoute. Alors, destination Mecque, pourquoi ce sujet-là? C'est parce que c'est un sujet, j'ai envie de dire d'actualité, mais en tout cas, c'est une destination tendance. On voit de plus en plus de jeunes aller à la Mecque alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Est-ce que c'est un effet réseaux sociaux? Est-ce que c'est un effet mode? On va en discuter plus amplement avec notre invitée aujourd'hui, Shiny Amy, qui est née et qui a grandi en Arabie Saoudite, qui vit en France et qui a ouvert une agence qui s'appelle Asiam Travel, qui a aussi... qui a aussi un autre business qui s'appelle Asiam Souk et qui est consultante en marketing digital. Welcome, Shiny Amy. Merci beaucoup, Tiane. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être là. Merci beaucoup pour ce bon tchaboudienne de ce dimanche. Ça fait plaisir et merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices, parce qu'aujourd'hui on est sur YouTube. C'est un honneur pour moi d'être là et de parler d'un sujet aussi important que la Mecque, je pense. Voilà. Merci à toi. Alors j'ai dit Shiny Amy, mais ton vrai nom c'est Amina Sarr. C'est bien ça. Amina, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance en Arabie Saoudite? Comment ça a été? Alors, mon enfance, comme vous le savez, comme Tiane vient de le dire, je suis née, j'ai grandi en Arabie Saoudite. J'ai vécu une enfance normale, je pense. Enfin, je pense parce que j'ai pas connu autre chose. C'était plutôt bien. J'ai fait mes études en Arabie, c'est-à-dire de la primaire à la terminale, enfin à la première, on va dire. J'ai 2 frères et 2 sœurs dans une famille de 5 avec mes parents. Et voilà, ça s'est passé plutôt bien. J'ai bien aimé en tout cas mon enfance. J'ai été entourée par plusieurs personnes venues d'autres cultures, pas forcément que des Saoudiens, comme le pensent certains, certaines. Voilà. D'accord, donc tu as dit que tu es restée là-bas jusqu'en classe de première. Tu as passé où ta terminale? Alors, je suis restée jusqu'à la classe de première. J'ai fait ma classe de première en Arabie. Ensuite, entre-temps, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, Facebook, voilà, MSN. Donc, on rentre forcément en contact avec des gens, voilà. Et j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes au Sénégal. On a commencé à discuter. C'est là que j'ai commencé à découvrir le Sénégal. Malgré le fait que j'y allais quand même de temps en temps en vacances, c'était pas forcément le cas quand on grandit, quand on est dans la phase adolescence. Donc voilà, on découvre le Sénégal autrement. Donc ces gens me parlaient souvent du Sénégal, de leurs activités. Donc j'avais kiffé, voilà, on va dire que j'avais bien aimé. Donc je voulais découvrir. C'est par là que j'ai décidé d'aller au Sénégal et de passer ma classe de terminale là-bas. Et D'accord. ça s'est plutôt super bien passé. Donc ma terminale, je l'ai fait au cours Sainte-Marie de Anne, au Mariste. Et c'était super. Franchement, très belle expérience. Ouais. D'accord. Donc tu as toujours été baignée, on va dire, dans un environnement multiculturel, que ce soit au Sénégal, Oui. que ce soit en Arabie Saoudite. C'est bien ça. Ok. Et tu as toujours été animée. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus maintenant. C'est que la dernière fois, j'étais invitée à notre brunch, là, Fashion House.
et on discutait d'africanité, d'afrodescendance. Et ce qu'on soulignait, c'est qu'il y a cette envie des afrodescendants, c'est-à-dire des personnes qui ont leurs parents qui sont d'origine africaine, ou leurs grands-parents, leurs aïeux, qui ont cette envie d'aller découvrir leur terre, la terre de leurs parents, donc leur appartenance, leur origine. Et donc tu fais partie de ces personnes. Ou c'était pour suivre un amour? Est-ce que c'était pas un amour de jeunesse? Tu t'es dit, ah, les parents vont regarder. Non. Qu'est-ce qui t'animait? C'était découvrir le Sénégal? Je pense que c'était différent. Le Sénégal, c'était carrément l'opposé de l'Arabie. D'accord. Parce qu'au Sénégal, on avait beaucoup plus de liberté. D'après ce que je voyais, voilà, il y avait beaucoup plus de liberté. En Arabie, on n'avait pas forcément ça. Donc, je pense que c'était plus de ce côté-là. Ah, donc tu découvrais... Voilà, je découvrais plein de choses. Wow, Ouais. Interesting. Bon, on va y aller, on va en parler un peu plus, les différences qu'il y a entre... Bon, les différences, c'est qui fait les particularités quand même de vivre en Arabie Saoudite par rapport à la France ou au Sénégal. Donc j'imagine que c'est d'autres réalités. Il y a des bonnes il y a des bons ou des mauvais côtés, on va dire, ou moins bons côtés. Interesting. Alors, Shahine et Amy, je t'entends parler un français parfait. On parle aussi Wolof, toi et moi, c'est un Wolof parfait. Bon, je ne peux pas te tester sur l'arabe, mais je pense que... Dommage. Je ne peux même pas dire... Dommage pour toi. Donc, je suppose déjà que tu parles 3 langues. Comment ça se fait et comment ça se fait que tu sois aussi fluide dans toutes ces langues-là? Alors, pour le Wolof, du coup, mes parents sont sénégalais. Donc, forcément, à la maison, on nous parlait le Wolof. J'ai grandi avec, donc voilà. Et l'Arabie, c'est un pays communautariste. Je pense que c'est ça le mot, voilà, communautariste. Donc on est beaucoup entre Sénégalais aussi, donc on apprend beaucoup de nous-mêmes, enfin entre nous. On parlait Wolof avec les parents, avec les amis de la famille, voilà. Et on recevait aussi pas mal de monde venu du Sénégal, vu que c'est un pays où, voilà, il y a le Hajj, il y a la Umrah, donc les gens ils viennent tout le temps dans l'année. Donc voilà, donc forcément tu rencontres du monde qui parle le Wolof. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour apprendre le Wolof. Le français, je l'ai appris à l'école. Et pour la petite histoire, je fais partie de la première génération qui a fait que les Sénégalais ont créé une école sénégalaise à Jeddah. Wow. Voilà, parce qu'en fait, à l'époque, on commençait à être nombreux. Beaucoup de Sénégalais, on n'avait pas forcément d'école. Et si tu es scolarisé dans une école anglaise, on ne sait pas forcément si après tu rentres au Sénégal. Enfin, c'était un peu compliqué vu que le Sénégal, c'est un pays francophone. C'est toujours un pays francophone, mais en gros, les études, la logique, c'est que les parents inscrivent leurs enfants dans une école française. Donc voilà. Pour les déboucher. Exactement, pour les déboucher. Donc c'est par là qu'ils ont créé l'école sénégalaise internationale de Jeddah et je fais partie de la première promo. Voilà, la première promo. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc en quelle année? Ah, là tu as parlé de MSN et de Facebook, my friend. My friend. Voilà, non, j'ai pas 22 ans quand même, mais voilà. Ah, t'as pas dit? Non, moi, si je te disais mon année de bac, tu vas tomber des nues. Non, on va garder ça. On garde secret, non, mais on va savoir. On va garder ça, voilà. On trouvera un autre moyen de savoir la liste. Allez-y, faites des recherches, mais voilà. En gros, je fais partie de cette génération-là, donc on a évolué dans cette école avec, voilà, on va dire que c'était une école plutôt familiale, avec plein de gens qu'on connaissait, donc on avait beaucoup notre entourage avec des Sénégalais, non semblables. On avait aussi beaucoup de Maghrébines, c'est-à-dire les Marocains, Tunisiens, Algériens. On avait plein de monde et de l'Afrique aussi. Francophone. Voilà, Afrique francophone. Donc on avait beaucoup d'autres personnes venues d'ailleurs qui ne sont pas que des Sénégalais, qui sont à l'école aussi scolarisés avec nous. Donc voilà, ça faisait qu'on avait cette communauté-là aussi. Et pour venir justement sur la langue, c'est comme ça que j'ai fait pour apprendre le français. Donc à l'école, on avait comme programme le français, on avait l'arabe aussi, tous les jours, on avait aussi l'anglais. Voilà. Il y avait le Wolof, j'espère, parce que c'est une école sénégalaise, mais... Pas forcément, non, mais après, ouais, de temps en temps, entre trucs, mais c'est vrai. Après, je connais rarement de Sénégalais qui vivent en Arabie qui ne parlent pas Wolof.
Oui, mais mieux vaut l'officialiser du moment où on parle d'autres langues, ce serait intéressant. Mais c'est bien parce que ça n'existe pas, avant d'attaquer le sujet, c'est que, par exemple, en France, je ne vois pas d'école française sénégalaise, tu vois. Bon, après, c'est un pays francophone, tu me diras. Mais bon, tu vas dans d'autres pays, tu as quand même on a une école turque au Sénégal, on a des différentes communautés et c'est bien aussi que les gens puissent amener tranquillement leurs enfants aussi s'ils ont envie à ce qu'ils soient avec leur communauté sans pour autant que ça soit un problème. C'est une belle initiative. L'école existe depuis combien d'années? Non, ça passe pas. On va dire 20... Non. L'école a ouvert ses portes en 99-2000. Tu faisais partie de la première promo. On était petits, on était des bébés quand même. On a la réponse. Ouais, après, je le cache pas, je suis des années 90, mais voilà, je suis pas une 90, mais je fais partie des années 90, je suis pas une 2000, donc ça, au moins, c'est cramé, tu vois. Non, c'était un piège, mais c'est pas grave, on va... Je vais pas te tenir rigueur là-dessus. Ouais. Alors, du coup, la Mecque. On sait que la Mecque, c'est important pour les musulmans. D'accord, c'est la terre d'adoption, on va dire, du prophète Ibrahim alayhi salam. C'est la terre natale du prophète sallallahu alayhi wa sallam Mohammed. Et c'est le lieu de rencontre de milliers de pèlerins voilà, à travers le monde. Et la Mecque, c'est la Mecque, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'en parle toujours avec émotion parce que voilà, ça a son importance et un des piliers de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque. Il y a aussi le petit pèlerinage dont on parle, la Umrah. Donc, comment toi, tu as vécu cette expérience-là en vivant, bien entendu, dans ce pays-là? Comment tu as vu l'organisation se passer et les choses se dérouler je précise que tu n'habites pas à la Mecque, hein. Tu habites à Jeddah, mais bon, oui. Ouais. Alors, je dirais que ça faisait partie de mon quotidien, dans le sens où tous les jours, on avait quand même, durant toute l'année, on avait des gens qui venaient du Sénégal, qui venaient pour effectuer leur pèlerinage. Qui séjournaient chez vous. Voilà, qui séjournaient chez nous. Donc, on reçoit des gens toute l'année, on va dire. Donc, voilà, ça fait partie de mon quotidien. Et même nous, je me rappelle, il y a une période où chaque vendredi, on partait à la Mecque pour faire la prière du vendredi, tous les vendredis. Donc, c'est juste à côté, c'est une trentaine de minutes en voiture. Oui. Donc, c'est pas loin, c'est juste à côté. Mais oui, ça faisait partie de nous, quoi. C'est comme ça. Donc, Et ça fait partie, j'ai envie de dire, la plupart aussi séjournent à Jeddah, vu que c'est pas loin, comme tu dis. Oui, et même souvent, c'est la famille, les amis de la famille. Donc, ils venaient, même après leur Umrah ou le Hajj, ils venaient séjourner chez nous, voilà, rester quelques temps avant de partir. Et vu qu'à Makkah aussi, il n'y a pas d'aéroport. Donc, l'aéroport la plus proche, c'est à Jeddah. Donc voilà, ils venaient à Jeddah. On l'appelle la ville commerciale, c'est la ville commerçante, pas commerçante forcément. C'est là où il y a beaucoup de commerçants. La ville économique. Ok. Et en tant que pèlerine, comment tu l'as expérimenté? Parce que je suppose que tu as fait le Hajj, tu as fait le Umrah. Oui, j'ai fait le Hajj. Mon premier Hajj, j'avais 2 mois. Wow. Donc ça compte pas, mais voilà. Apparemment, ça compte si tes parents t'amènent. Ouais, j'avais 2 mois. Attention, on va pas s'attirer les... C'est ça. C'est ça. Bon, je sais pas, mais très en tout cas, j'avais 2 mois. Et pour la Umrah, les 2 mois ou Hajj carrément? Non, le Hajj. Wow. Ouais, le Hajj, j'avais 2 mois la première fois. Après, je l'ai fait plus tard. Je pense que je l'ai fait en tout 4 fois. Et la Umrah, par contre, je sais pas combien de fois, mais... Beaucoup de fois? Jusqu'à ce qu'elle complète. Oh my God. C'est à côté, c'est à 30 minutes, donc tu peux te permettre de prendre ta voiture et d'y aller. Et de faire autant de fois que tu veux. J'aurais fait tout. Voilà, donc ouais. Et après, le Hajj, ça a pas mal évolué. C'est plus ce que c'était avant. Enfin, ça a évolué du bon côté pour certains, pour d'autres non, pas forcément, mais... avant, les habitants, lors du Hajj, tu pouvais juste te permettre d'y aller. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus institutionnalisé, c'est beaucoup plus contrôlé, et ce qui est normal, je trouve, vu le nombre de personnes qui reçoivent par année. Donc voilà, il y a des règles à suivre. Ça se fait pas comme ça n'importe comment. C'est pas parce que tu habites à Jeddah que tu peux y aller lors du Hajj. Voilà, c'est carrément. C'est très réglementé. C'est très réglementé, oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti, entre guillemets, envahi en tant que résident? Parce qu'aujourd'hui, on le voit hein, dans les villes touristiques, etc. Limite, les habitants ils deviennent désagréables parce qu'il y a tout le temps des étrangers. Est-ce que tu as vécu ce sentiment-là ou moins? Oui et non. Oui, parce que oui, il y a des moments où tout le temps on recevait du monde. À un moment donné, tu t'es dit mais j'ai même plus d'intimité. Voilà, genre on reçoit tout le temps du monde, matin, midi, soir. Après, il y a d'autres moments, tu te dis, de toute façon, c'est une ville calme, enfin, il n'y a rien. Donc, c'est le seul moment où tout le monde s'évade, distraction, voilà. Par exemple, quand j'étais plus jeune, on partait à Mina ou voilà, à Makka lors du Hajj, sans faire le Hajj, juste pour être avec les gens dans l'ambiance, voilà. Juste pour y aller, voilà, on faisait ça. Maintenant, c'est plus possible, mais avant, on faisait ça. Donc, voilà, par exemple, les fêtes de Tabaski, par exemple, la Eid. Nous, on l'a jamais, je ne me rappelle pas avoir fêté la Eid chez nous. J'aime trop comment tu dis la Eid. J'y arrive pas. Je dis la Eid. C'est la Eid. Excusez-moi. Transgression. Voilà. Go ahead. Voilà, je ne me rappelle pas avoir vécu ça parce que c'est le moment du Hajj. Tout le monde est à Makka, tout le monde est à Mina, tout le monde est à Arafat. Genre, voilà, ça se passe comme ça. Et même si tu es chez toi, tu es seul ou tu vois pas de monde. Tout le monde y va. Voilà, la fête qui se fête le plus là-bas, c'est la Korité. Et jusqu'à présent, ta famille y va pendant ou plus maintenant, vu que maintenant tout est réglementé? Si, ils vont parce que voilà, ils reçoivent du monde. Chaque année, on a de la famille qui viennent, même des amis de la famille. Ouais, ils partent voir les gens. Voilà. À la Mecque, je veux dire, oui, ils partent carrément faire le... Oui. D'accord, donc en général, ta famille le font chaque année Non, pas faire le Hajj, non. Mais d'y aller quand même. Oui, d'y aller de temps en temps. À Makka, par exemple, ouais. Ok. Interesting. All right. Alors, ma prochaine question, c'est qu'en fait, on remarque aujourd'hui comme je disais, une tendance, une hype sur la destination Mecque. Il y a du tout. Selon toi, qu'est-ce qui explique cela en fait? Alors, moi je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. De un, ok, il y a les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Mais de deux, il y a aussi l'Arabie Saoudite qui est mis en avant. Parce qu'avant, quand tu parlais de l'Arabie Saoudite, on te dit « Ah ouais, Dubaï ». Voilà, il y a confusion. Les gens, ils ne savent pas exactement où se situe l'Arabie sur la carte. Ou bien ils vont te dire, ah oui, tu habites à la Mecque, forcément, voilà, c'est ça. Ou bien, tu vas à Dubaï, voilà, ils ne savent pas exactement. Et maintenant, la Mecque est mise en avant via les réseaux sociaux, parce que voilà, les gens y vont. Et pourquoi? Parce que aussi l'Arabie Saoudite a permis cela dans le sens où ils ont facilité l'accès à la Mecque via les visas, via aussi, ils ont aussi levé la restriction concernant les mahrams. Voilà, avant en fait, si tu es une femme jeune avant 45 ans et majeure, tu ne pouvais pas y aller sans mahram par exemple. Il y avait cette restriction-là et voilà. Et aujourd'hui, tu prends ton visa de sur Internet et tu peux y aller. Voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait de... Bon, pas forcément côté Mecque, mais ils font beaucoup de collaborations quand même avec des influenceurs, influenceuses qui viennent promouvoir le pays, notamment avec Al-Oula. Al-Oula, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est vers Médine, là où il y a la montagne de l'éléphant, là. Enfin le rocher de l'éléphant. D'accord. Voilà, donc ils vont là-bas, ils vont à Riyad. Donc voilà, il y a ces destinations-là. Alors là, il y a Riyad. Et voilà, il y a tout ça qui font que...
Alors, les gens y vont. effectivement, je souhaitais aborder ça, c'est la vision 2030 du prince héritier, comment il s'appelle, Soleiman MBS. Hein? MBS. Vous l'appelez MBS? Il va te regarder. Ah, Soleiman Ben Salman, MBS, donc MBS. MBS. C'était en 2016 qu'il a lancé cette vision 2030 qui était... qui avait, on y est presque en 2030 et je pense que oui, effectivement, je pense qu'il a quand même, il y a eu beaucoup de milliards investis. Donc c'est là où il y a eu la facilité des visas, il y a eu la facilité justement pour les femmes de venir faire la Umrah ou le Hajj sans besoin de mahram, de guide, je pense, ou en tout cas mahram, je ne sais plus comment, tuteur plutôt. Mahram, tuteur. Et même l'acquisition de visas touristiques aussi à d'autres personnes qui sont pas forcément, qui sont d'autres confessions ou qui sont pas forcément musulmans, quoi. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que ça, comment tu as perçu ce changement au niveau des Saoudiens? Comment ça a été perçu? Pour les locaux, on sent quand même, on le voit le changement, hein. Par exemple, bon après ça remonte de 2015. Par exemple, on sait qu'avant 2015, les femmes ne pouvaient pas conduire. Moi, mon permis, je l'ai eu très tard. Je l'ai eu hors de l'Arabie, alors que mes frères, ils ont eu leur permis à 15 ans, 16 ans, ils commençaient déjà à conduire. Donc c'était frustrant de ce côté-là. Et donc voilà, ils ont permis aux femmes de passer leur permis, de conduire. Ensuite, ils ont aussi enlevé la restriction concernant... parce qu'avant, il y avait la police religieuse. Avant, on avait une police religieuse qui réglementait tout ce qui se passait dans le pays. Par exemple, je me rappelle à l'époque, quand on était plus jeune, si tu sortais avec des garçons, forcément, ils peuvent te dire rentre chez toi, ou bien voilà, ils vont essayer d'appeler les parents. La police des mœurs, c'est ce qu'on appelle la police des mœurs. Exactement, lors de la prière, par exemple, les garçons qui traînaient dans la rue, on leur obligeait à aller prier. Voilà, il y avait ça. Et toutes les boutiques fermaient leurs portes lors de l'appel de la prière. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il n'y a plus ça. C'est devenu plus libéral, en fait. Exactement, c'est devenu plus libéral. Et même sur l'habillement, voilà, avant, tu ne pouvais pas t'imaginer sortir sans ton abaya et voilà, mettre ton hijab. Maintenant, tu peux. Même si les gens, ils portent toujours leur abaya et le hijab, tu peux quand même te permettre. Voilà, il n'y a plus ces restrictions-là. Wow. Et voilà, aussi, il y a pas mal de transformations même au niveau de Jeddah, je dirais. Après, il y en a partout, hein, mais au niveau de Jeddah, plusieurs quartiers ont été rasés, ils ont tout cassé pour pouvoir ramener de nouvelles choses. Wow. Voilà, ils ont plein de constructions, ils ont plein de projets pour plein de villes. Voilà, par exemple, il y a Neom aussi qui arrive, il y a pas mal de... Voilà, vers Makkah, vers... Jeddah, Riyad aussi. Voilà. Okay. Donc il y a vraiment cette volonté de la part du prince héritier, ou en tout cas, je ne sais plus si je peux l'appeler la royauté, mais en tout cas des personnes décisionnaires, de s'ouvrir au monde et de montrer une Arabie saoudite moderne, on va dire, oui, il y a ce clivage libérée. Aussi. Exactement, il y a ce clivage. Certaines qui disent oui, mais c'est bien, voilà, on doit s'ouvrir au monde. D'autres qui disent non, quand même, on détient... l'islam, on va dire, voilà, on a les terres saintes, donc on ne peut pas se permettre de faire comme tout le monde. Donc il y a ce côté-là, mais bon. Mais est-ce que les Saoudiens sont par exemple très... c'est quoi le mot? Comme ici en France où on fait des grèves, on riposte et tout. Est-ce que c'est dans leur nature? Comment ils revendiquent les choses et tout ça? C'est un royaume. Est-ce que c'est bon pour toi? Démocratie. C'est un royaume, donc... Mais là, du coup, comme on passe vraiment du traditionnalisme au moderne, là, c'est vraiment... les gens, ils se plaignent ou pas du tout? Ça reste un royaume. Ils se plaignent ou pas? L'être humain peut se plaindre. Tu vas te plaindre chez toi, mais... Ah, ils vont jamais... Ouais. Mais c'est un royaume, c'est quoi? Ils vont prendre des personnes qui se plaignent? Alors, c'est compliqué. Je vais dire que c'est compliqué de ce côté-là, parce que voilà, c'est pas un pays démocratique où tu peux te permettre de manifester. Ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Voilà, le roi est là, il a ses règles, il met en place son truc et le peuple obéit. Enfin, tu peux pas faire autrement. D'accord. Voilà, tu peux pas faire autrement. D'accord. Tu suis. Tu suis là. Voilà. D'accord. Ok. Non, interesting.
Bon, on a abordé pas mal de choses et je vais juste m'arrêter au fait, par exemple, aux habitudes. On a parlé des femmes, on a parlé des façons de vivre là-bas. Qu'en est-il justement du port du voile oui, en tant que femme là-bas? En tant que femme, c'est plus obligé, en tout cas dans les autres villes, parce que si on parle de l'Arabie Saoudite, on va déterminer les choses. C'est plusieurs villes. Makkah, c'est une ville, Jeddah, c'est une ville, Medina, c'est une ville, Riyad, pareil. Donc voilà, il y a Dammam, il y a Taïf, il y a plein de villes. Donc en fait, on va dire que les villes religieuses qui sont Makkah et Medina, il y a des restrictions. Voilà, il faut être correct, il faut mettre par exemple, à Makkah, tu ne peux pas accéder si tu n'es pas musulman. Tu ne peux pas rentrer carrément dans la ville. Tu ne peux pas rentrer. Comment ils peuvent vérifier ça? Après, ils vérifient pas dans les faits des choses, ils vérifient pas forcément. Mais par exemple, quand tu accèdes à Makkah, il y a un panneau qui te dit non muslim, no entry. Genre tu dévies. Voilà, tu ne peux pas accéder, mais je doute que les gens ils suivent ça à la lettre quand même. Mais quand même, il y a ces restrictions. Donc à Makkah, en tant que femme, tu es obligée d'être voilée. Tu es obligée d'être voilée, de t'habiller correctement. Et pas que les femmes, hein. Même les hommes, c'est obligatoire. Tu ne peux pas te permettre de te mettre en short, ou bien de te mettre en débardeur, ou bien de t'exhiber, ou même mettre des habits avec plein de têtes de mort, des trucs comme ça, tu vois, parce que c'est pas... voilà, c'est interdit. Ok. À la Mecque et à la Médine aussi, la ville, à Médine, oui. À Médine, actuellement, ils ont levé certaines restrictions. Il me semble que si tu n'es pas musulman, tu peux accéder à Médine. Tu peux quand même y aller, mais tu n'as pas accès à la mosquée. Voilà. Mais par exemple, à Riyad et à Jeddah, tu trouves des gens qui ne sont pas de confession musulmane. Donc, voilà, des gens qui sont là, ils s'habillent comme ils veulent. Bon, en respectant la culture locale quand même, mais tu peux ne pas porter ton voile. Des fois, moi, je sors, je mets pas le voile parce que je suis pas voilée de base. Je peux sortir sans mon voile, comme je peux sortir avec le voile. Je le fais souvent parce que j'aime bien, c'est la culture saoudienne. Et j'aime bien aussi, j'ai grandi avec, donc... Tu te sens complètement... À l'école, c'était comme ça? À l'école, c'était différent. À l'école... alors, il y a l'école française. Par exemple, à l'école française, c'est libre. Donc, tu t'habilles comme tu veux, comme en France, on va dire. Tu vas à l'école française, voilà, c'est comme en France. Tu t'habilles comme tu veux. Tu te mets en short, tu te mets en tout ce que tu veux. C'est pas grave, voilà, c'est l'école française. Mais à l'école sénégalaise, on a voulu quand même garder ce côté-là de la religion, de prôner quand même la religion, disant que voilà, on est dans un pays musulman. Donc voilà. À majorité musulmane, oui. Voilà, majorité. Donc voilà, on ne nous obligeait pas à nous voiler, mais on s'habillait correctement. Par exemple, avant de rentrer en classe, on devait réciter les 99 noms d'Allah, par exemple, tu vois. Avant d'entrer en classe, toute l'école, tout le monde le connaît par cœur, voilà. Genre, on devait faire des doigts. Genre, voilà, il y a des petits trucs comme ça. Et le Coran aussi faisait partie de notre programme. On l'apprend, voilà, dans toutes les classes. C'est bien, moi, à l'école et tout. Oui, à l'école, oui. Ce ne sera pas du temps qu'on prend à part. Non, c'est vraiment inclus dans le programme. C'est magnifique. Voilà, donc non, pour répondre à la question, à Jeddah, non, c'est pas obligé. Le port du voile est libre. Oui. Voilà, c'est juste dans les lieux de culte. Et même le abaya, t'es pas obligé. Hein. Tu t'habilles correctement et voilà, pour le respect de la culture, pour le respect des habitants, tu t'habilles correctement. Oui. Voilà, tu peux pas aussi t'habiller n'importe comment et dire que... Et sur les plages, c'est quoi? Parce que je pense qu'à Jeddah, il y a des plages. Oui, il y a des plages. Alors, on a beaucoup de plages privées. Ok. Voilà, des plages où tu peux y aller tranquillement. Il y a des plages aussi privées pour que les femmes. Magnifique. Voilà, pour que des femmes. Donc, ouais, tu peux... On n'aurait pas imaginé parce que les gens se peignent une image assez... Exactement. J'ai envie de dire traditionnaliste de l'Arabie Saoudite un peu. Dès qu'on parle de l'Arabie Saoudite, c'est associé automatiquement à la Mecque. Oui, alors qu'il y a des non-musulmans qui vivent là-bas. Il y a une société moderne, il y a aussi une société... on va dire, une société. Il y a vraiment la culture aussi islamique qui est présente aussi, mais voilà,
il y a, comment dire, le melting pot et chacun vit en Exactement. harmonie en fonction de ses principes et valeurs et dans le respect effectivement des lois du pays. C'est vraiment intéressant et je pense que ils ont réussi leur pari. On n'est pas encore à 2030, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agences dont ton agence, on va en parler plus tard, qui propose des pèlerinages, des petits pèlerinages, c'est la Umrah à la Mecque. Et c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous donner 3 bonnes raisons pour vivre en Arabie Saoudite, Mabel? Ou on commence par les moins bonnes raisons? Comme tu veux. Allez, on commence par les moins bonnes, on finit par les bonnes nouvelles là. Les moins bonnes, la première, je dirais, le fait de pas, par exemple, le fait de ne pas avoir la nationalité, par exemple. Ah, ils ne donnent pas la nationalité? Ils ne donnent pas du tout la nationalité. Même si tu es né? Ouais. Okay. Tu y restes 40 ans, 50 ans, tu n'auras pas la nationalité. Bon, ça change aujourd'hui. Tu peux quand même... je pense qu'ils ont mis en place des types de titres, mais qui coûtent excessivement cher. Voilà. Mais tu ne peux pas acquérir, par exemple, la nationalité saoudienne... Est-ce qu'il y a des cartes de résident oui, c'est des indéterminées comme dans certains pays? Non. C'est pas indéterminé? Non, c'est par an. Oh God. Ah, ça doit être dur pour tes parents. Ça fait combien de temps qu'ils vivent là-bas? Ça fait... mon père, ça doit faire 40 ans. Wow. Non, ça fait plus que 40 ans. Ouais, 40 ans. 40, et il y était allé pourquoi? Pour les études. Pour les études, après il a décidé de rester là-bas. Il a décidé de rester là-bas. Chaque année, il renouvelle? Ouais. Oh God. Chaque année. Et là, ça change. J'allais dire, ils ont le Parlement. Oui, mais il y a des pays comme le Maroc, par exemple, il y a quand même un Premier ministre. Mais bon, c'est un autre type de... C'est un autre type de régime, ça, je pense. Right. Non. Et ça change chaque année parce que même, par exemple, concernant la vision 2030, ça aussi, c'est inclus. Chaque année, pour chaque personne, tu dois payer des taxes par mois. Tu dois payer des taxes par mois pour le titre de séjour. C'est pas, par exemple, comme en France ou pas autre part où tu payes une année. Non, tu payes chaque mois. Ça coûte cher alors de vivre en Arabie Saoudite? Ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Est-ce qu'on y gagne bien sa vie? Ça dépend dans quel domaine tu es. Mais oui, tu peux gagner bien ta vie comme tu peux ne pas... bien gagner et quand même renouveler ton titre et y vivre convenablement, décemment, oui. Parce que la principale activité là-bas, c'est le commerce. Oui, c'est le commerce. Le commerce, oui. D'accord. Pas mal, ouais. Ça prime. Et c'est l'import-export, c'est la vente. La vente, ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a des sociétés, entre guillemets, j'ai envie de dire modernes? Des multinationales, des... Oui. Ok. Oui, il y en a, oui. Ok. Les salaires, est-ce qu'il y a un SMIC? Non. D'accord. Non, je pense pas en tout cas, je suis pas assez renseignée pour les salaires. Je sais pas, mais je sais que, voilà, ça... C'est comme... C'est un coût, quoi. Ouais. C'est un coût... C'est un coût, quoi. Il y a un coût de vie... Ok. Ouais. Bon, on était dans les moins bonnes raisons. Donc, on ne peut pas avoir la nationalité. C'est assez contraignant au niveau pour les étrangers de pouvoir... renouveler leurs papiers, etc. Parce qu'il faut le faire chaque année et il y a des taxes aussi à payer chaque mois. Oui. C'est ce que j'ai retenu. C'est ça. Donc, pour ceux qui veulent aller vivre en Arabie Saoudite, take that into account, ok? Oui, côté administration, c'est assez compliqué. Et même, c'est un pays où, si tu veux quitter rien que pour aller dans ton pays d'origine, il faut demander un visa de sortie. What? Ouais. Il faut demander un visa de sortie. Soit tu prends un visa aller-retour. Ou aller. Il faut payer aussi pour l'avoir? Oui. C'est pas compliqué d'avoir le visa de sortie, mais c'est plus le... Khuruj Nihai, on dit. Khuruj Nihai, genre tu vois, aller-retour. Ou Khuruj Nihai, c'est aller définitif. Khuruj wa Aouda, ça veut dire aller définitif. Voilà. Ok. Ouais. Interesting. Pardon pour ma voix. Aujourd'hui, c'est pas tellement... Mais vous inquiétez pas, j'ai pas la Covid. Je vais pas vous transmettre avec la caméra. Donc, on a cité une bonne raison là. On est toujours dans la moins bonne raison. Il en reste 2. Donne-moi 2 autres qui fait que c'est moins... Je pense que l'autre, ça va être sur les femmes, non? Ou pas? Ouais. Les femmes. Attention, tu vas t'attirer des ennuis. En tout cas,
Les femmes, après, je dirais que ça a beaucoup évolué. Ça fait 10 ans que franchement, ça évolue du bon côté. Par exemple, maintenant, si tu y vas, tu vois, il y a des femmes qui travaillent, qui sont là dans le commerce, qui font leur business, qui travaillent dans les entreprises, dans les hôpitaux, voilà. Tu en vois pas mal. Avant, c'était pas forcément le cas. Avant, tu rencontrais très peu de femmes dans les entreprises voilà, mis à part les hôpitaux, parce que oui, dans les hôpitaux, on trouvait quand même des femmes, mais mis à part dans ces domaines-là, tu voyais pas forcément de femmes dans les commerces, tout ça. Et aujourd'hui, on en voit pas mal. Les femmes aussi peuvent conduire, mais il y a beaucoup à faire aussi. Enfin, de ce côté-là, après, on reste optimiste, ça évolue, mais il y a quand même beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Oui. Tu as parlé un peu de liberté tantôt, j'ai envie de creuser un peu plus là-dessus. C'était quoi les libertés que tu n'avais pas là-bas et que tu as pu avoir au Sénégal? Ouais, bah... on va dire par La rapport... police religieuse? Oui, il y a la police religieuse, mais il y a aussi les parents. Forcément, au Sénégal, tu as beaucoup plus de liberté, même en France, hein, j'ai envie de dire. Par exemple, si tu veux sortir seul, tu peux sortir seul. Voilà, ça dépend des parents aussi, s'ils te laissent ou pas. Mais là-bas, c'est un peu plus compliqué. C'est un pays sûr, on va dire. Il y a beaucoup de sécurité quand même. Mais On laisse pas une femme seule ou une fille seule sortir. une femme seule, c'est dangereux, on va dire. Pas la nuit, surtout pas la nuit. Non, non. Tu peux sortir, hein, tu peux sortir, faire tes trucs dans la rue, la nuit, tu peux te permettre, mais avant c'était beaucoup plus compliqué. Avant, une femme seule, sortir seule dans la rue, bah, Pardon. tu peux te faire enlever. Enlever? Ah ouais. Ça peut arriver, hein. Ok. Il y a des Pourquoi cas. ils enlèveraient? Tiens, allez, oui, moi, j'ai envie de rentrer ça. Ah, faut dire les réalités, mais grave, point. Pause. Donc du coup, Yes. on a cité deux raisons. L'autre moins bonne raison, Mais je dirais les études. Ok. Oui, les études, c'est très limité. Côté université, tout ça. Par exemple, si tu veux continuer tes études en français, en université, il n'y a pas forcément, tu vois. Ok. Peut-être en arabe, oui, en anglais encore. Voilà, après, c'est des collaborations avec d'autres pays, par exemple à Londres. Ma sœur, je sais que voilà, ses études supérieures, elle les a passées en Arabie, mais plutôt en anglais avec une université En alliance avec... voilà, à Londres. Donc voilà. Il y a ce côté-là, c'est pas forcément tous les domaines qui sont, que tu peux voir. Alors, on a cité les 3 moins bonnes raisons. Avant d'en venir aux bonnes raisons, moi j'ai une question quand même, parce qu'on parle souvent de la charia qui est appliquée, qui fait partie de la loi islamique, qui est la loi islamique et qui est appliquée en Arabie Saoudite. Oui. Comment ça se passe? Parce que de la façon dont on l'entend et comment ça se pratique... Oui. La charia, par exemple, tu as des exemples? On te dit tu voles, on te coupe la main, par exemple. Ouais, tu voles, on te coupe la main, tu tues une personne, on te tue. Yes. Alors ça, c'est très réglementé dans le sens où c'est pas sur le coup, par exemple. C'est pas parce que tu as tué là une personne, on va te tuer là sur le coup. Ça prend des années et des années de, voilà, vous allez devant le juge, voilà, ça dépend aussi si la famille de la personne qui a été tuée pardonne ou pas. Si la famille te pardonne, bah, tu peux te pardonner. Sinon, voilà, c'est des années et des années, enfin, c'est plein de négociations et tout pour en arriver vraiment à l'extrême de tuer la personne. Okay. C'est pas effectif sur le coup. Tout comme dans d'autres pays qui sont démocratiques, qui ont la peine de mort. Donc, j'ai envie de dire, des fois, on caricature sans pour autant comprendre les tenants et les aboutissants. Qu'en est-il aussi du vol? Le vol aussi, je pense que c'est bien poussé aussi, pareil. Oui, c'est poussé pareil, voilà. Et même, par exemple, là, je ne peux pas te citer de cas de vol ou de cas d'une personne qu'on a tuée là. En tout cas, j'en connais pas personnellement. Couper la main, voilà. Le cas de vol. Ouais, voilà. Si on se dit, parce qu'on a volé. Exactement. Et là, je ne peux pas en citer parce que, voilà. Et même, c'est un pays sûr, je trouve, par rapport, par exemple, aux autres pays que j'ai visités, on va dire la France ou, par exemple, le Sénégal. C'est plus sûr, par exemple, tu pouvais te permettre de laisser ta voiture ouverte, il n'y a personne qui va te voler ta voiture, il n'y a personne qui va te piquer ton téléphone dans la rue ou quoi. C'est très rare.
ça peut arriver, ça arrive, il y a des cas, mais c'est très rare. Ils sont vraiment dans le respect du Oui, code dans de la le loi, respect de tout ça et même des individus. Parce que c'était le but. C'est ça. Ok. Passons aux bonnes raisons. Oui. Name me 3 main reasons why we should live in Saudi Arabia. 3 bonnes raisons. La première, je dirais, si tu es musulmane et que tu veux vivre ta religion pleinement, bah c'est le best pays, je dirais. Hein. Franchement, le pays incite ses habitants, tout le monde, à suivre la loi islamique, à suivre tout. Enfin, tu le vis pleinement. Le mois de Ramadan, tu le vis pleinement. Enfin, tu vis ta religion convenablement. Et deuxième raison, tu as les villes saintes. Tu as Médine, tu as Makkah. Donc, voilà, c'est facilement accessible par rapport à une personne qui habite ailleurs, de l'autre bout du monde, qui doit prendre le vol, acheter son visa. Ce côté-là. Donc, troisième raison, je peux dire que les gens sont bienveillants. Les gens sont bienveillants, ils sont gentils et même il y a ce côté entraide aussi, même dans la rue, tu le sens, le mois de Ramadan, tu sors, tu ramasses plein de dons et les gens, ils te forcent limite à prendre de la nourriture par-ci, par-là. Voilà, il y a ce côté-là, c'est très bien. Donc, c'est très famille, surtout Jeddah, moi j'aime bien. Si tu vis en famille, franchement, c'est une très belle ville. Si tu as une activité, tu vis en famille, franchement, trop bien. Ok, ça donne envie d'y aller en fait, vraiment. Ouais. Comment tu le décris? J'imagine le mois de Ramadan, ça doit être spécial. Le mois de Ramadan, c'est très spécial, hein, c'est rien à voir. Ok. Ouais. L'autre bonne raison, du coup, on en a cité 2. On en a cité 3. Non, t'as envie de finir, non? Mais c'est pas grave si tu t'as donné les bons. Mais oui, je pense qu'on on en a parlé du fait de pouvoir faire le pèlerinage facilement. Oui, voilà. Et tout ça, parce qu'on le pèlerinage vit dans le pays facilement, et tout ça. oui. Ouais. Même si c'est plus le cas actuellement, il faut payer maintenant pour aller faire le pèlerinage, même si tu habites là-bas. Il faut quand même payer. Voilà, c'est plus comme avant où tu pouvais te réveiller, tu prends ton ihram, tu y vas, mais faut parler à MBS. Mais quand même, voilà. Mais quand même, oui, il y a cette facilité-là par rapport aux autres. Alors, parle-nous de ton agence, Asiam Travel, oui. Qui organise des Umrah. Pas Hajj pour le moment. Non, pour le moment pas Hajj, mais c'est dans les perspectives à venir. Attention, ouais. Attention, ouais. Oui, pour le moment, on s'arrête sur la Umrah. Asiam Travel est né, on va dire, en 2023. En 2022-2023, parce que ces dernières années, je suis quand même pas mal partie en Arabie Saoudite, on va dire 2-3 fois dans l'année, et je reste quand même pas mal de temps là-bas. Donc, j'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux, je partage, et les gens, les gens sont curieux pour savoir enfin comment vivent les gens là-bas, parce que souvent, quand on entend l'Arabie Saoudite, c'est que la Mecque, c'est les gens qui partent faire la Umrah, faire le Hajj et revenir. Alors que là, c'était un résident, une résidente qui montre sa vie tous les jours en Arabie. Donc, ça intéressait pas mal les gens. Donc, je recevais plein de questions et les gens voulaient quand même y aller aussi, vivre cette expérience et même faire la Umrah. Donc, c'était venu là, on me disait, mais pourquoi tu n'organises pas un truc en groupe où tout le monde, on va se faire un truc voilà, entre tes abonnés et tout. Donc, c'est là m'est venue l'idée de le faire. Donc, la première fois, c'était parti de là. Mais après, je me suis dit, bon, c'est quand même une organisation. Mieux vaut le faire en agence. Voilà. Donc, j'ai fait un lancement en février dernier. Février 2024. J'avais un petit groupe quand même d'une dizaine de personnes. Et franchement, ça s'est super bien passé. Après, la particularité de Asiam Travel, c'est surtout de faire du tourisme et en même temps faire la Umrah. Bon, après, il y en a qui diront non, il faut être focus sur la Umrah, oui. mais voilà, par exemple, ces gens-là, ils ont eu l'occasion de visiter la ville de Jeddah. Voilà, il y a eu ça. Et aussi, Asiam Travel propose des plans sur mesure. C'est-à-dire une personne qui souhaite y aller sans agence. On t'accompagne
On te fait ton itinéraire personnalisé selon ton budget, ce qu'il y a à faire, les hôtels. On t'organise tout de A à Z. Donc, tu prends juste ton billet et tu pars. Voilà, on t'accompagne de A à Z. That's beautiful. Il y a ce côté pour quelqu'un qui a vécu, qui connaît le pays oui. du revers de sa main. Et même, voilà, j'ai grandi avec ça. Tu vois, des gens, souvent les gens qui viennent, il y a plein de difficultés qu'ils ont. Tu te dis, mais ah ouais, c'est logique en fait, ils savent pas, c'est normal. Voilà, ils habitent pas là. Donc moi, j'ai pu relever tous ces petits détails-là et prendre en compte ça. Donc je connais le pays. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote? J'espère que tu vas raconter l'anecdote que tu m'avais racontée qui m'a trop fait rire sur un pèlerinage. La dame qui... Laquelle? Les dames qui se perdent là. ou qui vont à la Mecque mais et qui font pas le mais Hajj. il y en a tellement. Mais il y en a tellement. Des fois, tu peux rencontrer des gens durant le Hajj. Des gens, ils peuvent venir se perdre durant tout le Hajj. On ne les retrouve qu'après. Après le Hajj. Et là, ils sont là, on se dit, on n'a pas... Des gens qui ratent le Hajj. Alors, écoutez bien. Alors, les gens qui sont au Sénégal, là, qui viennent, qui disent, je suis Hajja, attention. Alors que, elle dit qu'il y a plein de mères, les mères. Elle a dit les mères. Mais les pailles, dañuy réer rek. Oh my God, I'm sorry. I need to stop. Donc, si vos mamans et vos papas ont vraiment fait le Hajj. Franchement, mais ce qui est dommage, c'est que nous, Sénégalais, je parle des Sénégalais parce que je suis sénégalaise, c'est qu'en fait, on pense qu'il n'y a que les personnes âgées qui doivent aller à la Mecque. Donc, durant toute mon enfance, j'ai vu ça. Toutes les personnes qui venaient chez nous ou qui venaient du Sénégal, c'était des personnes âgées. De ton âge. Pas moi, exactement. C'était pas des personnes de moins de 45 ans. Donc ça, c'est très dommage. Et surtout pour le Hajj, il faut de l'énergie. Il faut, voilà, c'est comme on dit. Il faut vraiment être en forme pour le faire. Il faut avoir un bon cardio, sinon... ça peut être compliqué. C'est très compliqué. Il fait chaud. Déjà, actuellement, on le voit, ils ont eu 52 degrés là. Durant ce Hajj. Il y a eu des morts. Malheureusement, oui. Donc voilà, même si tu es jeune, tu vas être super fatigué. Donc t'imagines une personne plus âgée, c'est assez c'est les personnes qui se perdent et on les retrouve après le Hajj. Oui, on les retrouve après le Hajj. Il y en a, ils passent leur séjour à l'hôpital. On en a pas mal des cas comme ça. Il y en a, ils s'évanouissent dès qu'ils arrivent et après, c'est à la fin du Hajj qu'on les retrouve se réveillent, ils rentrent au Sénégal. C'est dommage, tu vois. Donc, franchement, si vous pouvez le faire très jeune, faites-le très jeune parce que ça demande beaucoup de cardio. Voilà. Maintenant, ou passer par des agences. Oui, voilà. Et même là, actuellement, comme on a dit au début, il y a le côté... Les jeunes, je trouve qu'ils sont beaucoup plus conscients maintenant. Ils ont beaucoup ce côté-là ils ont ce côté de vouloir aller à la Mecque maintenant, même si c'est un effet de mode, on va dire, ou c'est une bonne mode, quoi. Voilà, c'est une bonne mode, je trouve. Voilà, au moins tu pars, ça va te faire quelque chose, ça va changer quelque chose en toi, moi, toutes les personnes qui sont parties via que ce soit via Asian Travel ou que ce soit via mes contenus sur Instagram, les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils me disent, c'est les mêmes retours que je reçois. Oui, je suis partie, c'était super bien, franchement, je veux le faire tous les ans. Toutes les années, je vais y aller durant le mois de Ramadan, ou bien là, c'est sûr, je vais aller faire le Hajj l'année à venir ou dans 2 ans. Tous les retours, c'est ça, c'est pas, oui, je suis partie, je l'ai fait, ça y est, c'est bon, tu vois. Ouais, c'est un voyage c'est un voyage spirituel et même très si ressourçant. Au début c'était pas le cas, tu te dis juste je vais aller à la Mecque pour aller à la Mecque, ça va changer quelque chose en toi, forcément si tu es musulman, ça va faire quelque chose, ça va t'inciter à y retourner. C'est fort, il y a un sentiment vraiment fort et ça c'est tout le monde, même moi qui y va chaque année, à chaque fois quand je revois la Kaaba par exemple, genre il y a quelque chose c'est un sentiment spécial. J'imagine. Ouais, donc... La Kaaba, c'est... ça a une histoire. C'est ça. Ça a une histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais est-ce que je rentre dans ça? Non, je ne sais pas. Mais oui, ça a été construit par Ibrahim alayhi salam et son fils.
Ismaïl, et on dit en tout cas que en fait ça a été créé même depuis l'existence quand Dieu a créé le monde, et que ça a été élevé, ça a été créé par les anges, et que c'était élevé pendant le déluge avec Noé, et que c'était cet emplacement, même au début de l'aventure, on va dire, avec sa femme, Ibrahim alayhi salam, quand il est venu sur la terre de Mecque, il avait laissé cette place-là, et c'est après, bien plus tard, que sa femme, son épouse Hajar, a compris que c'était Dieu qui lui a demandé de laisser cette place, et qu'il y reviendrait en tout cas pour construire la Kaaba. C'est beau, et j'espère que chaque musulman aura l'opportunité de visiter cet endroit. Et j'espère que ce sera grâce à Siam Travel. Oui, on vous préparera des surprises. Hein. On va en discuter. Et donc, pour ne pas... L'émission tire à sa fin. Je pense qu'on peut passer des heures à discuter de ça. Mais juste une petite question personnelle. Toi, tu es influenceuse, tu es sur les réseaux sociaux, tu communiques, tu parles de ta vie, de tes passions, on va dire, et des services que tu proposes. Est-ce que tu as été exposée à des attaques personnelles, à du harcèlement, à des jugements de valeur Ah oui, bien sûr. Je pense comme toute personne présente sur les réseaux sociaux. Après, je dirais ces harcèlements-là ne viennent pas forcément de ma communauté, c'est-à-dire les gens qui me suivent de base, qui sont là depuis le début, les gens qui me connaissent vraiment, mais c'est plus des gens qui sont là de passage. Les qui effets tombent, par collatéraux. exemple, exactement, ils tombent sur un bout de vidéo ou... Voilà, ils tombent juste sur un extrait et ils se permettent de te juger par rapport à quelque chose. Par exemple, la dernière fois, j'avais posté une vidéo où je suis partie voir une copine à la Mecque. On n'avait pas forcément l'occasion pour qu'elle vienne à Jeddah. Donc, je suis partie à Makka, à la ville de Makka, on va dire. Parce que c'est une ville, il y a des habitants à Makka, donc voilà, pour la retrouver, donc on a mangé ensemble, on a dit voilà, on est parti faire le tour des boutiques, et automatiquement dans la tête des gens, ah oui, vous partez à Makka déjà sans mahram, ok, ça revenait, le sujet de mahram vous revenez tout le temps, alors qu'elle était venue avec son père, ok, voilà, moi j'habite là-bas, donc voilà. Donc il y a eu ce côté-là, oui, vous partez, vous vous permettez d'aller à Makka, faire le tour des boutiques, vous n'avez pas honte, vous êtes là, vous traînez, vous n'avez pas honte. Donc je reçois plein de choses comme ça, hein, oui. Donc j'en reçois beaucoup, ouais. Tout comme tu reçois aussi, je pense, plein de messages d'amour, j'espère, de bienveillance. Oui, bienveillance. J'en reçois quand même pas mal. Et ça me touche vraiment. Ça me touche tellement. Les gens qui me disent, franchement, j'ai organisé mon voyage grâce à tes vlogs, grâce à ton contenu. Franchement, tu m'inspires. Hein. Ça, c'est des messages qui font que voilà, tu as envie de continuer. Tu as envie de... Voilà, tu lâches pas. Ouais, il faut pas. Ouais. Il faut pas. Je vais pas lâcher. Oui. Alors, du coup, je sais plus, mon autre question, c'était quoi Amy, qu'est-ce que tu aurais, je dis Amy ou Amina, qu'est-ce que tu aurais aimé dire à la Shiny Amy d'il y a 10 ans De s'accepter comme elle est et d'accepter sa multiculturalité. Yes. Voilà, sa multiculturalité, parce que... je vais dire que, bon, il y a 10 ans en arrière, je ne me connaissais pas assez, on va dire. J'étais entre plusieurs mondes. J'étais en France où je ne me sentais pas forcément française. J'étais au Sénégal où je ne me sentais pas forcément sénégalaise à 100%, parce que voilà, on te dit, ouais, tu vois. Genre, on ne te considère pas forcément comme une sénégalaise. Tu vas en Arabie Saoudite, tu n'es pas saoudienne. Voilà, il y a eu tout ça. Donc, au final, tu te dis, mais je suis quoi, en fait? Enfin, c'est comment? Genre, je suis où? Et donc, tu étais là, tu jouais forcément un jeu où tu sais pas, enfin, tu savais pas forcément. Donc, avec le recul, je me dis, voilà, fonce dans ce que tu fais. Et accepte-toi. Accepte-toi surtout. Arrête d'avoir peur. Voilà, parce que, voilà, j'ai quand même pas mal le syndrome de l'imposteur qui est là, qui me dit ouais mais non. Ouais. J'ai ça et... Ah bah t'as accompli beaucoup de choses et je pense que sky is the limit. Faut pas te mettre des limites dans ta tête. Et, tu peux être fière de la Amina, de la Shiny, Amy ou Amina d'aujourd'hui. Ah, merci. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose?
Non, pas forcément. Ok. Quel est aujourd'hui l'aspect personnel que tu aurais travaillé chez toi? C'est une question que je pose à quasi tous mes invités. L'aspect personnel... Bon, tu Il y en l'as a, évoqué hein. tantôt. Il y en a, hein. Tu as évoqué le syndrome de l'imposteur. Oui, le syndrome de l'imposteur. Mais tu l'as plus, I hope. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que... Après ça, je pense que tout le Ça monde l'a. Hein. Ouais. Au bout d'un moment, je pense que tout le monde l'a. Même une fois dans sa vie, tu arrives quelque part, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que, voilà. Donc, ouais, pas forcément le syndrome de l'imposteur, mais peut-être la procrastination aussi. Ouais, ça, c'est un truc qui me suit beaucoup, ça. C'est pas bien. Ne procrastinez pas. Moi, j'allais dire ça aussi, c'est le fait de gérer son temps. Mais c'est ça, la gestion du temps, c'est tellement important. Ouais. Avec la procrastination. Ouais, ça se rejoint. Ouais. Les 24 heures passent tellement vite et on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Ouais. Anyways, bon, je pense que l'émission tire à sa fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire un petit mot de la fin Tout d'abord, j'aimerais te remercier pour cette opportunité. You're welcome. D'être là. YouView, je le suis, ça fait 1 an ou plus que je suis tes émissions. J'écoute beaucoup tes podcasts quand je travaille et tout. Et aujourd'hui, la vie a fait que je suis là sur ton canapé à tourner une vidéo en podcast. Donc franchement, ça fait grave plaisir. C'est un honneur pour moi. Et je remercie tous les téléspectateurs, les auditeurs, auditrices qui nous suivent. N'hésitez pas à suivre la page. Oui. Suivez le compte YouTube. Il y a beaucoup de contenu qui arrive. Donc, restez connectés. Yes. Voilà. Stay connected. Je vous mettrai tous les liens dans la bio. Il y a Shiny Amy, je pense qu'on se trouve sur Instagram avec sur Shiny Insta, Amy, sur Asiam TikTok. Voilà, c'est mon nom, Shiny Amy. Voilà. Après, Asiam Travel, vous pouvez nous trouver sur Instagram. Après, j'ai aussi Asiam Souk. Asiam Souk, c'est une page où je vends tous les produits qui viennent de l'Arabie Saoudite, que ce soit pour du B2B ou du B2C, c'est-à-dire si tu veux acheter juste un article, bah, je te le vends. Sinon, si tu es revendeur aussi, voilà, je peux te fournir ta marchandise. Ok. Voilà. Great thing. Bah, écoute, Amy, c'est tout l'honneur est pour moi, tout le plaisir est pour moi. Je me souviens effectivement, on a échangé toi et moi via les podcasts. C'est ça. Ouais, je me souviens, tu m'avais écrit et tu commentais, tu participais. J'avais beaucoup aimé. Elle est trop mignonne, elle est gentille. En plus, elle habite à Lyon. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et tu interagis, enfin, jusqu'à présent, mais on débriefe souvent sur les épisodes et tout ça, et ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de savoir que voilà, c'est apprécié et que tu aimes bien, et ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui en tant qu'invité. Tu es vraiment shiny, comme le porte bien ton pseudo. Merci. Et voilà, c'est un plaisir de te connaître, et c'est un plaisir de t'avoir ici. Et, merci. Voilà. Courage et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci, toi aussi, beaucoup de succès pour ce nouveau format-là, ce format vidéo. Faudra parler à l'équipe derrière. Ça ira très loin. J'en suis convaincue. Il y a plein d'invités, plein de surprises qui arrivent. Donc, voilà. Stay tuned. Thank you guys. Merci. N'oubliez surtout pas de partager, d'aimer, de mettre 5 stars everywhere to support this podcast, partout. okay? Thank you guys. C'est votre podcast. Donc, voilà. Faites le nécessaire. Cheers. Mouah.